Alors Émilie, c'est une fille qui est assez étonnante. Elle est née en 1979 dans le Val d'Oise. Bon, ça, c'est pas très étonnant. Mais quand tu avais entre 16 et 18 ans, on t'a aperçu du côté du Ghana. Tu faisais quoi au Ghana? En mission humanitaire, voilà mon premier grand voyage. Au Ghana. Au Ghana. T'avais quel âge? J'avais 18 ans. Et tes parents étaient contents? Eh bien... Ils t'ont dit pourquoi pas? Non, je partais, donc ils m'ont dit d'accord. Bon, alors qu'est-ce que tu as fait comme étude, Émilie? Anthropologie sociale. Anthropologie sociale. Je suis désolé, je comprends pas. C'est quoi? Alors, donc je suis anthropologue, j'étudie, spécialisée. Je travaille auprès de peuples autochtones, donc de tribus, même si j'aime pas utiliser ce mot-là, mais comme ça tout le monde comprend. D'Amazonie. Enfin, j'ai déjà travaillé aussi en Inde et en Afrique. Donc j'étudie leur mode de vie, leur tradition. D'accord, mais tes études, comment on fait pour devenir anthropologue social? D'accord. Eh bien, on suit des études d'anthropologie à l'école des études en sciences sociales. Très bien. Alors, à 21 ans, après le Ghana, tu es parti au Brésil. Alors, raconte-nous un peu les coulisses de ce départ, tout ce qui s'est passé un petit peu avant, et puis ton premier grand voyage. Alors déjà, c'est vrai que j'étais déterminée à travailler auprès des Indiens Kayapo, dont maintenant je parle la langue et je parle dans ce... Comment on dit « j'aime le vin » en Kayapo? Non, juste pour vérifier. Hein, le mot vin n'existe pas en langue bon, Kayapo. comment j'aime le coca en Kayapo? Ah, c'est dur à dire, quoi. Il manque au kakini. Eh ben voilà. Et donc, qu'est-ce qui t'a pris de partir là-bas? Bon, déjà, c'était un rêve d'enfant. C'est vrai qu'enfant, j'étais fascinée par les peuples autochtones et surtout ceux d'Amazonie. Parce qu'il faut rappeler quand même qu'il y a des peuples autochtones sur toute la planète et qu'ils protègent 80% de la biodiversité de la planète, qu'ils nous protègent. Et c'est vrai que j'étais fascinée par ces peuples, leur relation à la nature. Et j'aimais énormément les peuples d'Amazonie. Donc il y avait cette relation avec cette forêt. Et en même temps, j'étais touchée très tôt par les problèmes qu'ils rencontraient. Et très tôt, j'ai voulu agir pour leur défense. Et là, tu as pris ton sac à dos. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un artefact quelques semaines avant que tu partes avec un chef célèbre qui est venu en Europe. Voilà, donc j'avais un projet de terrain donc chez ce peuple, sachant que je n'avais pas les autorisations encore du gouvernement brésilien, ce qui peut mettre beaucoup de temps. Et là, un chef, le grand chef d'ailleurs de ce peuple, des Kayapo, vient à Paris 10 jours avant la date de mon départ. Comment il s'appelait ce monsieur? Le chef Raoni. Raoni, ben oui. Donc j'ai été le voir et je lui ai parlé de mes objectifs. Et ensuite, il m'a proposé de m'emmener dans son village. Donc j'ai changé de billet d'avion et je suis partie avec lui en Amazonie. Et donc là, tu es parti avec un type que tu connaissais pas, comme ça, là. Oui. Et les parents étaient contents, là, non? Bon. Alors, si on fait un parallèle avec le monde de l'entreprise, par rapport à tous ces peuples magnifiques et autochtones, est-ce qu'on peut parler quelque part, Émilie, de leadership? Oui, et un leadership dont on devrait s'inspirer. Notamment, par exemple, Raoni est un grand chef. Et chez les Kayapo, le chef doit se rapprocher le plus possible de l'idéal. Donc, il doit être, premièrement, très généreux. Donc un chef a moins que le reste de son peuple. Donc il redistribue tout ce qu'il reçoit. Ensuite, ça doit être un exemple. Voilà, il doit avoir une parole respectueuse envers chacun. Il est avant tout la voix du consensus. Donc il n'impose pas sa volonté. Il doit avoir des qualités vraiment d'écoute et voir un peu toutes les idées de chacun. Et ensuite, sa parole va représenter le consensus, la parole majoritaire. Et il est aussi, c'est celui qui doit apporter la paix. Donc s'il y a des frictions, il va trouver les moyens de rassembler et d'apaiser tous les conflits. Et la bienveillance, c'est important aussi la bienveillance. Voilà. Également la bienveillance. Donc ça doit être vraiment un exemple. Et un exemple aussi d'humilité. Ce qui fait qu'en fait, on va l'admirer. On ne va pas le craindre et faire ce qu'il veut parce que c'est le plus fort. Non, on va le suivre parce qu'on l'admire et qu'il est au niveau horizontal, au même niveau que chacun. Et la notion de générosité, de partage, elle est importante aussi, Émilie. Très importante, à la fois en politique et aussi pour ce qui concerne le bonheur. Donc pour mon livre, donc il y a deux parties. Donc il y a une partie consacrée au leadership, à la gouvernance, et deux parties sur le bonheur. Alors c'est quoi le bonheur, comme on dit? Le bonheur. Donc j'ai mené de nombreuses interviews pour avoir leurs recettes. Qu'est-ce qui pour eux est source de bonheur? Et la générosité était l'un des premiers éléments.
Et c'est vrai qu'ils sont souvent vraiment à donner, à échanger. Et pour eux, même, le bien n'a pas de valeur en soi. Pour eux, quand ils ont quelque chose, l'important, c'est vraiment justement de le faire circuler pour renforcer les liens sociaux, les liens entre les êtres. Et notamment, j'ai ensuite suivi pour comparer ce qu'il m'avait dit, pour essayer de comprendre. J'ai fait des recherches et beaucoup d'études scientifiques, et notamment certaines qui ont été menées sur des cerveaux en état justement de générosité sous IRM, ont montré justement que le fait d'être dans une action de générosité qui sont activés quand on est heureux. Émilie, moins drôle, quel regard tu portes sur l'état de la planète? T'as 3 heures. Alors je dirais que, c'est vrai que là, déjà rien qu'actuellement, on peut se dire maintenant il fait froid, il y a quelques jours il faisait 7 degrés de plus, on a déjà dépassé l'année, là sur 12 mois, les 1,5 degrés qui était la barre à pas dépasser. Voilà, des problèmes climatiques un peu partout. Donc c'est vrai que la situation est quand même assez catastrophique. Alors je ne suis pas de ces personnes qui sont non plus défaitistes. Qui culpabilisent aussi. Non, je suis plutôt de ces personnes qui sont plutôt dans l'action, et donc il faut agir. Et il faut agir notamment auprès des peuples autochtones. Parce que ces peuples, comme je le disais, protègent 80% de la biodiversité de la planète. Ils ne sont pas assez soutenus, ils ont besoin de notre soutien et aussi de notre respect. Et pour les respecter, il y a différentes manières. Faire attention dans le monde de l'entreprise, d'où proviennent toute la supply chain, parce qu'il y a beaucoup de supply chain qui en fait impactent leurs terres. Donc ça, c'est vraiment important que les entreprises fassent attention à ça. Aussi dans la finance, je travaille aussi dans la finance, impact, important aussi quand on travaille dans un fonds d'investissement ou dans une banque, de vérifier aussi les investissements, que ces investissements n'aient pas d'impact négatif sur les terres de ces peuples, parce que c'est encore le cas. Et puis il faut rappeler qu'ils protègent 80% de la biodiversité de notre planète. Ouais, c'est énorme, quoi. S'ils n'étaient pas là, je pense qu'on ne serait plus là. Donc on doit les remercier, les soutenir en finançant des projets pour les aider à continuer à protéger les forêts, leurs traditions qui sont aussi à la base de relations de respect de la nature, et faire en sorte de bien respecter leurs terres et leurs droits. Et trouver, nous, des chemins pour trouver des solutions à la crise climatique et les laisser, eux, sur leur chemin durable, et même les soutenir. Et là, on y arrivera. Alors, quand on t'a accueilli il y a une vingtaine d'années, tu as créé Wayanga. C'est ça. Donc d'abord, ça existe toujours? Toujours. Ça veut dire quoi, Wayanga, pour ceux qui ne seraient pas courants? Alors, Wayanga, ça veut dire chaman en kayapo. Et donc, quelle est la vocation et comment est-ce qu'on peut t'aider? Donc, Wayanga, c'est une ONG qui agit auprès des peuples autochtones du Brésil, donc les peuples qui vivent en forêt amazonienne, mais aussi dans le Cerrado et en forêt atlantique. Donc, on est à la fois sur des projets de vraiment protection de l'environnement, donc par exemple là pour les Indiens Guarani, d'achat d'arbres et de reboisement de parties déforestées sur leurs terres pour les aider à protéger la forêt atlantique. En même temps, pour les aider aussi à avoir une meilleure sécurité alimentaire, parce que les Guarani, ce qui n'est pas le cas des peuples d'Amazonie avec lesquels on travaille, mais en tout cas les Guarani font face à la famine et à une situation économique très dure. Donc en leur fournissant des arbres, notamment des arbres fruitiers et des arbres, donc des palmiers qui produisent en fait des fruits à partir desquels on peut juste produire de la pulpe qui peut être vendue en cosmétique ou aussi dans l'alimentaire pour le superfood. Donc voilà, on est sur ce projet avec les Guarani. Également, on va les former, on a déjà commencé à des techniques d'agroforesterie pour compléter leurs techniques. Ensuite, on est aussi dans l'achat de terres avec les Guarani. On leur a déjà acheté une terre. Il nous faut aussi d'autres financements pour acheter de nouvelles terres et les aider ainsi à mieux protéger la forêt. Et aussi à créer un village. Ils souhaitent créer un village destiné à la protection de leur patrimoine culturel. Avec les Kayapo, on est sur un gros projet donc, de protection de leur patrimoine immatériel, donc de toutes leurs connaissances qui sont en fait à la base de leur relation de protection avec l'environnement. Sachant que les Kayapo protègent une surface de forêt amazonienne qui fait 3 fois la Suisse.
Et ça, c'est grâce justement à toutes leurs connaissances et à leur mode de vie. Émilie, comment on peut t'aider? Tu cherches des sous? Voilà. Bon. Si on a un peu de sous, on peut donner un peu de sous. On a beaucoup de sous, on peut donner aussi beaucoup de sous. Oui, oui, oui. À partir de combien tu dis oui, si je puis dire? Oui. Bah, à partir de... À partir de ce qu'on veut, quoi. Oui. Donc, il faut soutenir massivement ce projet avec des projets sur le long terme en plus. Hein. Tu raisonnes à 3 ou 5 ans, Émilie. Hein. Voilà, c'est ça. Et sachant qu'avec des impacts vraiment très importants, comme je vous disais, donc plus de 3 fois la Suisse de forêt amazonienne de protéger, et puis également une partie de Cerrado et de forêt atlantique. Donc ça fait plus de 12 millions d'hectares de forêt, donc ce qui génère plus de 7 millions de crédits carbone par an. Ça représente aussi la protection de plus de 10 000 personnes. Donc c'est que de l'impact positif là. Hein. Voilà, est-ce que c'est défiscalisé? C'est pas très poétique, mais c'est défiscalisé si on donne des sous? Oui, bien sûr. Oui, c'est défiscalisé. Et alors toi, ton métier, donc là c'est une passion, c'est totalement bénévole, hein, Émilie, on va le rappeler. Oui. Donc tu es experte, on l'a bien compris, tu es conférencière aussi, et tu interviens donc dans les entreprises, auprès des gouvernements également, et également auprès de fonds d'investissement. C'est ça ton quotidien, on va dire, professionnel? C'est ça. Donc au départ, je travaillais vraiment sur des projets auprès des peuples autochtones, d'anthropologie appliquée. Je continue, mais c'est vrai que mon chemin m'a amené par des propositions à travailler donc, dans la finance, et donc je continue donc auprès de différents fonds pour les aiguiller pour que leur projet n'ait pas d'impact négatif ni sur l'environnement ni sur les populations locales, parce que ce n'est pas toujours le cas. Et pour les aider à créer vraiment des impacts, enfin des fonds les plus vertueux possibles. Donc j'ai travaillé pour le fonds Moringa de la banque Edmond Rothschild, pour le fonds Euraseo aussi. Là, je suis sur un autre projet. Parce que je pense que vraiment, même si c'est vrai que la finance ça paraît presque antinomique. Quoi. Voilà, a participé et participe quand même à la destruction de la planète et aussi des peuples autochtones. Ça, tu leur dis un peu à tous ces gens dans la finance? Sûr, oui, comme bien, ça, mais... bien. Mais c'est aussi, maintenant, il y a vraiment un élan positif de finance verte. Et je pense que c'est un élan vraiment positif. Et je crois en le fait que la finance peut participer à la protection de la planète. Émilie, ce livre-là, hein, la protection des forêts, les bois, raconte-toi un peu, donne-nous. Tu as déjà expliqué beaucoup de choses. Il est là, on peut l'acquérir, dédicacé par l'auteur. C'est quoi les idées fortes, les 2-3 messages principaux du bouquin? Alors, ce livre est sur la sagesse de ces peuples et sur leur modèle inspirant pour notre société. Donc, comme on a parlé de la gouvernance, du leadership, sur la gestion durable des ressources naturelles. Donc, je pense qu'on a beaucoup à apprendre parce que ce sont des professionnels. Sur le bonheur, sur l'éducation, sur la résilience. Donc, c'est un livre à la fois avec vraiment des clés importantes pour chacun, des clés importantes aussi pour le monde de l'entreprise, aussi, également, pour la politique. Et... Pour tout le monde, en fait. Hein. non, mais parce qu'on peut... Oui, mais on pourrait se dire, c'est juste pour chacun, pour la famille. Non, j'ai essayé de trouver aussi des modèles applicables en entreprise, parce que je pense que le monde de l'entreprise aussi en demande aussi de trouver des... Voilà, que ça soit pour être plus heureux au travail, pour avoir des impacts positifs socio-environnementaux plus importants. Voilà, donc vous pouvez dialoguer tout à l'heure avec Émilie, maintenant, pendant le dîner également. Toi, à titre personnel, tu pratiques le yoga et la méditation. Voilà. Ça calme vraiment ou pas? Non, ça pourrait être intéressant pour un certain nombre de personnes que je connais dans la salle. Oui, tout à fait. D'ailleurs, aujourd'hui, j'avais un rendez-vous avec quelqu'un qui est dans la politique. Qui? Ah non, je veux pas dire. Et, les initiales. Et qui me disait... Et comment vous faites avec tout ce que vous faites pour rester elle te vous voit, donc c'est un premier contact. Et voilà. Oui. Et voilà, je pense que la méditation, d'avoir des pratiques... Oui. Et là, tu t'es inspiré de ta grand-mère, qui était également très bienveillante dans le nord de la France, qui aidait les gens qui n'avaient pas trop de sous du côté de Roubaix? C'est ça. En fait, ma grand-mère a été... m'a inspirée et m'a donné envie d'agir. Et elle travaillait pas auprès de peuples autochtones, mais elle a dédié une partie de sa vie auprès d'enfants pauvres, donc de Roubaix, auprès de jeunes considérés comme délinquants et complètement rejetés, auprès de personnes âgées sans plus de contact avec leur famille qui étaient délaissées dans des maisons de retraite,
Et elle allait à leur rencontre, et donc elle était dans la philanthropie, mais dans l'action aussi. Et elle m'emmenait avec elle à la rencontre de tous ces gens. Ouais. Et alors pour terminer, est-ce que si je sais pas si on cherche demain soir un beau restaurant tibétain à Paris, est-ce que tu as une adresse à nous conseiller? Oui. Bon, j'ai oublié le nom, mais c'est vrai. Débrouille-toi là, parce qu'on va pas vous aider, on va pas t'aider pour l'instant. Bon, il est dans quel quartier? Il est tout en haut de la rue Le Pic. Voilà, rue Le Pic, restaurant tibétain, on peut pas se tromper. Les gardiens de la forêt, Émilie Barucan, qu'on applaudit très très chaleureusement. Bravo Émilie, bravo Émilie.